Alors, donc on est au CM numéro 2. D'accord? On va faire comme à chaque fois un petit rappel sur les diapos et les CM de ce qu'on avait vu précédemment. Alors, donc on a le système nerveux central, le système nerveux périphérique. D'accord? Système nerveux central qui comprend l'encéphale, système nerveux périphérique, le réseau de nerfs. Normalement, ça devrait être acquis et facilement compréhensible. Ensuite, on avait vu que la moelle épinière faisait bien partie. Pourquoi? Parce qu'on a des centres de traitement d'information, d'accord, qui se situent notamment dans des ganglions au niveau de la moelle. Ça veut dire que la moelle va traiter une petite partie des informations qui sont données. Alors, je lance l'enregistrement à la demande de Joy. Et par contre, cet enregistrement, c'est pour vous. C'est à surtout ne pas communiquer aux étudiants de L2 ou aux autres étudiants des autres UFR, d'accord? C'est utilisé par vous, pour vous. Donc, différentes parties dans la moelle épinière, on reconnaît la substance blanche, la substance grise. Vous avez les parties nerveuses qui vont innerver les muscles, les différents éléments du corps humain, d'accord? Donc, on aura une partie afférente et une partie efférente que l'on retrouve. Et donc, la moelle épinière, c'est déjà un mini-centre de traitement. La moelle épinière va traiter quel genre d'informations et elle va permettre quel type de mouvement. Donc, qu'est-ce qu'elle traite, la moelle épinière? Donnez-moi des exemples un petit peu. Alors, Yann, Bastien, Clara, Héloïse, Henrik, Frédéric, Jenny, Joy, Marc-André, Maxime, Noah, Océane, Pamela, Thaïs, Yanis. D'accord. Faut aller un peu plus loin maintenant en L3, donc c'est bien Yanis. Mais lesquels? Donnez-moi des exemples, par exemple, de fonctionnement. Donc un peu plus précis, Yannick. Yanis, pardon. Est-ce que tu peux développer? Bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser le micro pour ceux qui l'ont. Sur un mouvement spécifique. Mais donne-moi un exemple de réflexe, comme ça, moi, je peux bien comprendre que vous êtes au clair sur ça. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner les autres? Essayez aussi de réfléchir à ça et éventuellement de commencer à écrire sur le chat pour répondre. La moelle épinière va traiter un fonctionnement, d'accord. Alors, parle-moi un peu plus du réflexe notatique. Là, tu me donnes un nom, donc explique-moi en quoi ça consiste. Oui, par exemple. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Je sais que c'est pas évident parce qu'on n'est pas à l'oral, mais alors une frappe au foot, ça dépend parce que la frappe au foot, ça peut être un mouvement volontaire qui peut être décidé par les R4, les R6 et le cortex frontal. Mais si on est sur le cas du réflexe notatique,
D'accord, oui, si la balle vous est retirée, ok. Donc en gros, oui, il va y avoir une information qui va être détectée par un récepteur. Dans le cas du réflexe myotatique, c'est un étirement, par exemple, étirement au niveau des tendons, qui vont avoir comme fonctionnement réflexe d'entraîner une contraction musculaire du muscle. C'est un système un petit peu de protection, d'accord, pour éviter que l'articulation soit tendue au maximum. Okay, donc c'est ça l'utilisation du réflexe myotatique, par exemple. Le réflexe myotatique, on peut l'intégrer dans une commande motrice volontaire. Et notamment, c'est comme ça qu'on fait de la pliométrie pour gagner en détente, pour gagner en explosivité sur du lancer, etc. D'accord. Donc, on va bénéficier d'un système réflexe qu'on va intégrer à la commande motrice volontaire pour augmenter les capacités. Donc ça, il faut que vous soyez au clair. Je n'ai pas l'impression que vous soyez très, très, très au clair. Donc, autant en L1 et en L2, vous me donnez un nom de réflexe, pourquoi pas. Mais autant en L3, il faut être capable de m'expliquer avec quelques mots pour qu'on voit vraiment que vous ayez compris. Alors ensuite, on s'était intéressé aux voies afférentes et voies efférentes. Je rappelle le fonctionnement des voies afférentes. On a des informations qui viennent de l'environnement ou qui viennent intérieurement, d'accord, des informations interoceptives qui vont être détectées par des capteurs que l'on a un petit peu partout, au niveau de la peau, au niveau du derme et de l'épiderme, d'accord. Ça, c'est pour tout ce qui est proprioceptif et de l'ordre du toucher. On a des récepteurs au niveau de la rétine pour tout ce qui est de l'ordre visuel. On a des récepteurs au niveau de la cochlée pour tout ce qui est auditif, gustatif sur la langue, etc. Ces récepteurs vont transformer une information reçue de l'environnement ou de l'intérieur en un potentiel d'action qui va être envoyé par le système nerveux, par les nerfs, et traité dans les zones spécialisées. D'accord. C'est ça la voie afférente. Ça va des récepteurs et ça monte jusqu'au centre de traitement. OK. Ensuite, quand on parle du chemin inverse, quand on a une commande qui est envoyée du système nerveux central vers la périphérie, on parlera de système ou de voie efférent. D'accord? Est-ce que ça va pour la différence entre afférence et efférence? Ayane, Bastien, Clara, Héloïse, Henri, Frédéric, Jérémy, Joy, Marc-André, Maxime, Noah, Océane, Pamela, Thaïs, Yanis. Est-ce que c'est bon pour la différence entre afférence et efférence? Ok. Donc on enchaîne. Ensuite, on avait vu les différents éléments, on reviendra dessus, entre télécéphale, diencéphale, tronc cérébral et moelle épinière. D'accord? Donc ça, c'est à connaître, c'est des éléments à connaître sur le différent fonctionnement. Alors, pour poursuivre le récapitulatif, je vais vous demander, donc je vais vous mettre un lien, le temps que je le copie, que vous pouvez regarder en même temps sur YouTube. Et moi, j'essaie de le placer dans la présentation. Donc, je vous laisse croisés de sorte charger. qu'une liaison d'un seul côté du cervelet occasionne un problème que vous du pourrez même côté revoir du plusieurs corps. fois qui parle du fonctionnement du système nerveux central notamment. D'accord? Vous avez les principaux éléments et on reviendra un petit peu au cours du CM. Les neurones de notre cerveau forment des réseaux qui s'assemblent au sein de structures distinctes. Les plus importantes sont présentées ici avec un aperçu des fonctions dans lesquelles elles sont impliquées.
La plupart de ces structures viennent par paires, comme les deux hémisphères. Les ganglions de la base. Les ganglions de la base sont situés de chaque côté du thalamus. Ils jouent un rôle important dans l'initiation et le contrôle des mouvements, ainsi que la modulation des sensations. La maladie de Parkinson, avec sa rigidité et ses tremblements, est causée par un dysfonctionnement des neurones qui font des connexions avec les ganglions de la base. C'est aussi cette motricité involontaire qui nous permet de parler avec nos mains, mais sans nous en rendre compte. L'hypothalamus. L'hypothalamus assure l'équilibre de notre milieu intérieur en influençant notre appétit, notre soif ou notre désir sexuel. Il joue aussi sur nos émotions, en particulier par l'entremise de l'hypophyse, située juste en dessous de lui. L'hypothalamus contrôle cette glande dont les hormones régulent entre autres la maturation sexuelle, le comportement maternel et la réponse au stress. L'hypothalamus gère aussi notre horloge interne dont les effets se font sentir sur le sommeil et la température du corps. Le cortex. C'est la partie du cerveau qui permet à l'espèce humaine d'être si différente des autres animaux. Environ 75% des 100 milliards de neurones de notre cerveau se retrouvent dans les quelques millimètres de matière grise du cortex. Proportionnellement à notre poids, nous avons donc le plus gros cortex de tous les vertébrés. C'est qu'en plus des aires motrices et sensorielles, notre cortex est aussi responsable des caractéristiques uniques à notre espèce, comme le langage, l'imagination, la planification, le raisonnement, la conscience, etc. La circonvolution cingulinaire. La circonvolution cingulinaire aide le système nerveux autonome à ajuster la pression sanguine, la fréquence cardiaque, la taille de la pupille et autres réponses psychosomatiques qui accompagnent les réactions émotives. Le corps calleux. Le corps calleux est un gros faisceau de fibres nerveuses par lequel les deux hémisphères communiquent entre eux. Des millions et des millions d'axones mettent ainsi en relation des régions homologues et non homologues des hémisphères cérébraux. Le cervelet. Le cervelet intègre l'information qu'il reçoit des autres aires motrices et coordonne nos mouvements pour leur donner précision et fluidité. Il nous aide aussi à maintenir notre posture et notre équilibre en contrôlant notre tonus musculaire. Quand on répète un mouvement, pour raffiner sa technique dans un sport ou pour jouer un instrument de musique, on modifie certaines voies nerveuses de son cervelet. Contrairement au cortex, ces voies ne sont pas croisées de sorte qu'une liaison d'un seul côté du cervelet occasionne un problème du même côté du corps. La moelle épinière. La moelle épinière est la continuation du bulbe rachidien dans la colonne vertébrale. Elle sert de relais aux messages sensoriels en provenance du corps qui montent vers le cerveau et aux commandes motrices qui descendent vers les muscles. Elle possède aussi certaines voies réflexes qui fonctionnent indépendamment du cerveau, comme celui de l'extension du genou par exemple. Le tronc cérébral. C'est la partie la plus ancienne du cerveau, parfois appelée cerveau reptilien. En bas, le bulbe rachidien s'occupe des fonctions fondamentales liées à la survie, régulation du rythme cardiaque, de la respiration, de la pression sanguine, etc. C'est aussi le centre des réflexes, comme le vomissement, la déglutition ou l'éternuement. Plus haut, la protubérance et le mésencéphale font le lien entre différentes structures cérébrales impliquées dans le contrôle moteur. 10 des 12 nerfs crâniens partent de cet endroit pour contrôler les mouvements oculaires ainsi que ceux du visage. Le tronc cérébral renferme aussi la formation réticulée qui gère notre sommeil, notre attention et nous permet de nous concentrer au milieu des distractions. L'hippocampe. L'hippocampe est une partie ancienne du cortex apparue avec les premiers mammifères. C'est la porte d'entrée des informations à mémoriser. L'hippocampe relaie ces informations au cortex pour le stockage à long terme et les récupère lors de la remémoration. Ces nombreuses connexions avec l'ensemble des aires sensorielles du cortex nous permettent d'encoder tout le contexte associé à un événement. Faisant partie du système limbique, l'hippocampe donne aussi une coloration émotive à nos souvenirs. L'amygdale. Cette structure en forme d'amande, située près de l'hippocampe, joue un rôle dans l'apprentissage, la mémoire et surtout dans la régulation de nos émotions. Les amygdales sont particulièrement impliquées dans nos réactions de peur et nos réactions agressives. Quand elles détectent certains stimuli potentiellement dangereux, elles mettent en alerte d'autres structures du cerveau qui coordonnent la réponse de fuite ou de lutte de l'organisme. Les rats, dont les amygdales ont été détruites, vont tranquillement se jeter dans la gueule du chat. Le thalamus. Le thalamus est un peu la console de mixage du cerveau. Il relaie les informations visuelles, auditives, gustatives et du toucher vers le cortex et détermine lesquelles vont atteindre la conscience. Il participe aux échanges moteurs,
entre le cortex, les ganglions de la base et le cervelet. Il est aussi impliqué dans la douleur et l'attention. Bref, il tient un peu au courant chaque partie du cerveau de ce que les autres sont en train de faire. Notre cerveau a la taille et l'apparence d'un petit chou-fleur, mais grâce à près de 86 milliards de cellules nerveuses et autant de cellules gliales, nous pouvons penser, planifier, parler, imaginer et en même temps avoir conscience de tout ça. Les scientifiques distinguent 4 grands lobes à la surface de chaque hémisphère de notre cerveau. Le lobe frontal. Lorsque vous organisez votre journée, pensez à vos prochaines vacances ou défendez une idée avec des arguments convaincants, ces 2 lobes frontaux sont très actifs. En plus du raisonnement et de la planification, les lobes frontaux modulent nos émotions et sont impliqués dans ce qui fait notre personnalité. Les mouvements volontaires du corps sont également initiés dans les lobes frontaux, mais dans leur partie plus postérieure. Enfin, une petite région du lobe frontal gauche est très importante puisqu'elle permet de transformer nos pensées en mots. Lobe pariétal. Un bon repas sollicite énormément les lobes pariétaux, plus particulièrement ces régions antérieures qui sont consacrées aux différentes perceptions sensorielles. Le goûter bien sûr, mais aussi le toucher, la température ou la douleur. Les lobes pariétaux intègrent aussi des signaux auditifs et visuels qu'ils mettent en relation avec nos souvenirs, leur donnant ainsi un sens. La compréhension du langage parlé ou écrit serait impossible sans ces lobes. Lobe temporal. Quand on écoute de la musique, les lobes temporaux sont très sollicités puisqu'ils nous permettent de distinguer l'intensité, la tonalité des sons. C'est aussi grâce à la partie supérieure de ce lobe que l'on comprend le sens des mots. Les lobes temporaux sont aussi impliqués dans la formation et la remémoration des souvenirs. Le lobe temporal droit étant davantage impliqué dans la mémoire visuelle et le gauche dans la mémoire verbale. Lobe occipital. Vos lobes occipitaux sont actuellement en activité puisque vous regardez cette vidéo et qu'ils sont principalement consacrés au décodage de l'information visuelle. La forme, la couleur, le mouvement, tout cela est analysé dans cette région. En reliant ces perceptions visuelles aux images mémorisées, cette partie du cerveau est dans cette région. En reliant ces perceptions visuelles aux images mémorisées, cette partie du cerveau. Donc est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez pu voir la vidéo? Yanis, Thaïs, Pamela, Océane, Noah, Marc-André, Lénique, Joy, Jérémy, Frédéric, Henrik, Héloïse, Clara, Bastien, Ayane. C'est bon? Bon, on reviendra sur certains des éléments sur lesquels j'insisterai, notamment par rapport au CM. Si vous avez des questions sur la vidéo. Non? Rien de particulier? Alors, il me semble que la semaine dernière, c'était pas passé dans le lien, donc je vous l'avais peut-être mis en tant que pièce jointe dans le cours, parce que des fois, il y a des images, on ne sait pas pourquoi ça passe pas. Cette image-là était importante, c'était pour vous montrer les différents nerfs que l'on a, les 12 paires de nerfs crâniens exactement, d'accord, qui vont être sous le cortex. D'accord, ça c'est une vue de dessous. Vous reconnaissez ici la moelle épinière, le pont cérébral. D'accord, donc on a par exemple le nerf 1 qui est le nerf olfactif. Ok, donc c'est celui qui va conduire les potentiels d'action qui viennent des récepteurs. Hein, vous les voyez ici au niveau de la cloison nasale, jusqu'aux aires qui sont chargés de traiter toutes les odeurs. D'accord, cette partie se développe, par exemple, les personnes qui sont des nez, c'est-à-dire ceux qui créent des parfums, les œnologues, vont avoir un développement énorme de cette zone. D'accord. Ensuite, en 2, on a le nerf optique, donc qui lui, on voit ici, vous reconnaissez l'œil avec l'arrière de l'œil, la rétine. D'accord. Ici, c'est la tache aveugle, on avait vu ça en L2 notamment. Et on voit les parties afférentes, donc en bleu, vous avez la différence entre afférence et efférence. D'accord. C'est pour ça qu'on a refait le point tout à l'heure. Donc, toutes les informations qui viennent des cônes et des bâtonnets vont être traitées. Ici, c'est ce qu'on appelle le chiasma optique. Ça va passer par le thalamus et ça va être traité au niveau du cortex occipital. D'accord. Les nerfs 3, 4, ici, et 6
d'accord, vont traiter les parties musculaires au niveau des yeux, pour faire bouger les yeux dans les différents sens. Donc, ce sont des fibres efférentes. Donc là, ça va être un contrôle moteur. D'accord? N'oubliez pas, il y a des afférences ou il y a des efférences. OK? Ensuite, on a les nerfs 5 sensitifs. Donc, c'est tout ce qui est le toucher et des aires au niveau du visage. D'accord? Et on a aussi le nerf masticateur, qui est ici. Les nerfs de la face pour les muscles de la face que l'on retrouve. Hein, vous avez pas mal de muscles qui permettent de donner notamment les expressions du visage. Hein, on les retrouve ici par les nerfs 7. Tout ce qui est de l'ordre de l'équilibre, c'est ce qu'on appelle les nerfs vestibulo-cochléaires. D'accord? Les nerfs glossopharyngiens, ben, on a des nerfs pour le traitement au niveau de la voix et du pharynx. D'accord? Le nerf vague, vous voyez le nerf vague qui est très, très, très important. Et le nerf vague, il va irriguer tout un tas d'éléments, notamment au niveau des oreilles, des poumons et de l'estomac. Et c'est pour ça que quand vous avez par exemple le mal de mer, bah, c'est le nerf vague qui va être activé. L'oreille interne va distinguer un déséquilibre entre ce que les informations sont données par les canaux semi-circulaires, la facule et l'étricule, et les yeux. Les deux ne vont pas correspondre, et donc il va y avoir, à un moment donné, vous avez l'impression d'avoir un haut le cœur et des nausées pour certains. C'est pour ça que certains médicaments vont être utilisés pour biaiser un petit peu et amoindrir le fonctionnement du nerf vague, et c'est ce qui permet d'enlever le mal de mer, donc mer calme, etc. Le problème de ces médicaments, c'est que certains peuvent rendre un petit peu somnolent. Donc il faut faire attention quand vous en prenez avec la conduite automobile, ça peut être contre-indiqué, donc à surveiller. Et après, d'autres types de nerfs que l'on retrouve, les 11 et 12, pour différents types de muscles, sternoclédomastoïdiens par exemple, ou ceux de la langue que l'on retrouve sur les nerfs 12. Donc tous ces nerfs-là, ce qu'on appelle les 12 paires de nerfs crâniens, sont aussi très importants dans le fonctionnement. Alors, on va en arriver aux éléments qu'on avait vus la dernière fois sur la partie afférente, d'accord? Détection des récepteurs sensoriels, ça passe par les nerfs et les ganglions sensitifs. Si c'est de l'ordre du réflexe, c'est traité directement dans la moelle épinière. Sinon, ça remonte jusqu'au diencéphale et au téencéphale, d'accord? À l'inverse, le fonctionnement efférent, qui part des aires spécialisées, avec deux fonctionnements, le somatomoteur, donc c'est pour la mobilité, le déplacement, les gestes techniques qui vont activer les muscles squelettiques striés, d'accord? Et par contre, le système nerveux végétatif, avec le sympathique et le parasympathique, qui vont plutôt activer le péristaltisme, c'est-à-dire les muscles lisses, le fonctionnement du cœur et le fonctionnement de certaines glandes. D'accord? Donc ça, c'est à connaître par cœur. Le système nerveux somatique participe à la vie de l'organisme en relation avec son milieu, transmet au cerveau l'information en provenant des différents détecteurs sensoriels, notamment les fuseaux neuromusculaires, et permet de répondre à ces stimulations en bougeant dans l'environnement. D'accord? Ici, alors pourquoi c'est passé trop vite? Voilà, le système nerveux autonome. Ok. Le système nerveux autonome ou système nerveux végétatif, divisé en deux, le sympathique et le parasympathique, toujours formé par l'association de deux neurones, d'accord, qui font synapse dans un ganglion autonome. On a un ganglion d'une partie qui est préganglionnaire, d'accord, système nerveux central, et le second, postganglionnaire, ça peut être au niveau de la moelle épinière dans certains cas, ou du tronc cérébral pour d'autres cas. Les neurones préganglionnaires libèrent toujours dans les deux cas l'acétylcholine, on l'avait vu, c'est un neurotransmetteur qui peut intervenir aussi dans la contraction musculaire. On en refera un petit point tout à l'heure. D'accord? Et on a aussi la noradrénaline pour le système sympathique. Alors, est-ce que vous avez des questions sur
le système somatique et le système végétatif de façon générale. Ayane, David, Clara, Héloïse, Henrik, Frédéric, Jérémy, Joy, Marc-André, Mathilde, Maxime, Noah, Océane, Pamela, Thaïs, Yanis. Non, ça va? Ok. Alors, n'hésitez pas, si vous en avez, vous posez une question directement dans le chat ou en utilisant le micro. Le système nerveux sympathique, on retrouve aussi dans la littérature sous forme de orthosympathique, caractérisé par un système thoraco-lombaire, c'est-à-dire que les nerfs passeront au niveau des vertèbres thoraciques et des vertèbres lombaires. D'accord? Les fibres de ce système donnent naissance au niveau de la moelle. D'accord? Les neurones préganglionnaires du système sympathique sont très très courts et font synapse dans les ganglions de la chaîne latéraux-vertébrale. Donc c'est au niveau de la voie dorsale que vous allez avoir des ganglions qui vont permettre de traiter et donc de réagir très vite. Les neurones postganglionnaires sont très longs, ils se terminent au niveau des organes. Donc les postganglionnaires iront beaucoup plus loin. Le système nerveux sympathique est responsable de toute l'activité inconsciente de l'organisme, d'accord? Fréquence cardiaque, péristaltisme, c'est-à-dire tout ce qui est les muscles en lien avec la digestion, d'accord? Il innerve également des glandes médullo-surrénales. Les glandes de la moelle surrénale vont activer notamment le cortisol et la noradrénaline, hein, qui sont des hormones qui vont intervenir notamment dans le cas de l'activité en lien avec le stress. Le neuromédiateur du système orthosympathique, c'est la noradrénaline, qu'on appelle aussi NA, que je vous ai mis ici. Donc NA veut dire noradrénaline pour ceux qui n'auraient pas suivi. L'activation du système sympathique, d'accord, entraîne une dilatation de la pupille, qu'on appelle aussi la mydriase, en opposition avec le myosis. Hein. La tachycardie, donc tachy, augmentation, et cardie du cœur, donc augmentation de la fréquence cardiaque. Augmentation de pression artérielle, ralentissement du péristaltisme, c'est-à-dire on va bloquer la digestion, vasoconstriction périphérique. Okay, donc voilà l'action du système parasympathique. Dès qu'on a une action forte d'activation, de toute façon, c'est le parasympathique. C'est le sympathique, pardon. Et dès qu'on a une activation de diminution, de récupération, de sommeil, ça sera plutôt du parasympathique. Donc le para, on va bientôt le voir. Voilà. Parasympathique, qu'on appelle aussi le système vagal, on l'a vu avec les nerfs crâniens notamment. Le système nerveux parasympathique caractérisé par une chaîne crânio-sacrale, d'accord? Donc on a les nerfs crâniens qui vont être sollicités, on les a vus tout à l'heure, et au niveau du sacrum aussi, qui intervient donc au niveau de cette partie médulaire. Les neurofibres émergent du télencéphale et de la région sacrale de la moelle, d'accord? Les axons préganglionnaires très longs s'étendent du système nerveux aux structures qu'ils innervent. Ils font synapse avec les neurones ganglionnaires, d'accord? Donc là aussi, hein, c'est les neurones qui font synapse à la fois au niveau du système nerveux central et à la fois au niveau de la moelle. Le système parasympathique, il va contrôler une activité inconsciente, involontaire, du fonctionnement hormonal, d'accord, et du fonctionnement organique. Il va jouer sur les vaisseaux sanguins. Alors, je vais activer mon curseur. Ok. Il peut entraîner une baisse de la pression, une baisse de la tension, un évanouissement, d'accord, qu'on appelle aussi l'hypothymie, et tout ce qui est en lien avec des problèmes digestifs, d'accord. Le neurotransmetteur est principalement l'acétylcholine, qui interviendra au niveau du deuxième neurone, en lien avec les systèmes qu'il va innerver. L'action du système parasympathique entraîne des effets qu'on va dire antagonistes, donc opposés à ceux du système sympathique. Donc à la place d'une tachycardie, on aurait une bradycardie. Brady qui veut dire ralentissement, diminution de la fréquence, d'accord, notamment au niveau de la fréquence respiratoire, de la fréquence cardiaque également. Donc dès qu'on arrive au repos, dès qu'on arrive pendant une phase de digestion, pendant une phase de méditation, on va solliciter notamment ce phénomène parasympathique. Donc la méditation, elle permet cette activation, qui est aussi une activation
de récupération de l'organisme qui est assez importante. Baisse de la tension artérielle, donc ça c'est quelque chose qui est efficace. Augmentation du péristaltisme, donc tout ce qui est travail digestif, du myosis, c'est-à-dire que la pupille va se contracter, d'accord, et une augmentation des sécrétions. Donc le fonctionnement hormonal, notamment pour tout ce qui est de l'ordre de la récupération. Ok, ce système-là, il intervient aussi pendant le sommeil. Et pendant le sommeil, on aura différents types d'activation. Pendant le sommeil lent et profond, on aura le système parasympathique qui va s'activer. Et pendant le sommeil paradoxal, on aura un petit peu de l'activité du sommeil sympathique. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mouvements et qu'on a un sommeil un petit peu plus agité pendant ce moment-là. D'accord ? Donc, on aura aussi, pendant le sommeil, une double activation du système parasympathique ou sympathique. C'est pour ça qu'à certains moments, on vous dit quand vous êtes mal réveillé, c'est-à-dire que vous êtes réveillé à une phase de sommeil lent, et bien vous allez mettre du temps avant de vous réveiller. Alors que si vous vous réveillez pendant la phase de sommeil paradoxal, vous pouvez quasiment faire un sprint tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on a ces activités ou pas du système nerveux sympathique ou parasympathique. Et c'est pour ça que quand vous faites une sieste, il faut caler ça entre les différentes phases de sommeil, paradoxal ou pas. D'accord ? Sinon, vous sortez d'une sieste et vous avez l'impression que vous êtes encore endormi et donc vous avez un effet qui n'est pas forcément l'effet attendu. Notamment, c'est aussi ce qui arrive quand on fait des siestes trop longues. Donc même quand on est très 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 fatigué, les marins, les sportifs qui bougent beaucoup, notamment les tennisman qui ont des compétitions dans des endroits avec des fuseaux horaires différents, les pilotes, les hôtesses, doivent gérer ce fonctionnement d'activation, d'inhibition du sympathique ou du parasympathique. Donc, petit rappel sur le système nerveux végétatif, ça vous permettra d'aider dans vos révisions. Tout ce qui prépare à l'activité, donc c'est le système nerveux sympathique. Par exemple, quand on joue sur l'éveil d'une personne, on en parlera tout à l'heure avec les phénomènes d'attention, on va jouer sur une fonction activatrice ou alors on va lutter pour éviter l'apparition du système nerveux parasympathique. Donc, par exemple, une fois que vous avez mangé, votre organisme vous demande de digérer. Or, si vous avez un cours après, vous êtes obligé de lutter. Donc, vous allez utiliser des outils pour lutter contre l'activité du système parasympathique en tentant d'activer le système sympathique. Par exemple, le café peut permettre de lutter contre cette arrivée du sommeil. L'activité physique aussi peut permettre une activation sympathique pour bloquer le parasympathique. D'accord ? Mais par contre aussi, le système nerveux sympathique activateur peut avoir une durée assez longue, bloquant, notamment par des hormones que vous retrouvez dans le sang, l'apparition du système nerveux parasympathique, ce qui fait que le sommeil va arriver tardivement. Donc, par exemple, si vous finissez vos entraînements à 22 heures, ça va être compliqué d'avoir un endormissement avant 23h30. Donc, là aussi, il faut bien connaître ça pour les élèves en APA ou en EDM, en ES aussi, pour la programmation des entraînements et pour jouer sur les fonctions physiologiques qui vont avoir des répercussions psychologiques, notamment sur la gestion de l'éveil et des apprentissages. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la différence et les différents éléments des systèmes nerveux sympathiques et des systèmes nerveux parasympathiques? Yann, est-ce que ça va? Bastien, est-ce que ça va? Clara, Héloïse, Henrik, Frédéric, Jérémy, Joy, Lénique, Marc-André, Maxime, Noah, Océane, Pamela, Yanis. Est-ce que c'est bon? Frédéric me met c'est bon. J'aimerais bien que tout le monde me réponde. Là. Ça me permet de savoir si vous n'êtes pas en train de refaire quelque chose d'autre. Parce que des fois, quand je coupe le cours et que je laisse encore le cours activé, il y en a qui restent plantés là pendant 15 minutes. Donc, ça veut dire que pendant le cours, ils sont en train de faire autre chose. Après tout, ce n'est pas mon problème, mais sinon, pour moi, ça ne sert à rien et je ne suis pas là pour faire la police. Donc, je préfère qu'il y ait des personnes qui me posent des questions, histoire qu'on puisse interagir. Ok, je vous remercie pour tous ceux qui ont répondu. Allez, on continue. Généralité sur le cerveau. Je crois qu'on s'était arrêté à ça la dernière fois. Donc là, j'ai rajouté des éléments en complément parce que vous avez normalement revu votre cours, ce qui vous permet de pouvoir stocker un peu plus d'éléments en mémoire. Si on fait référence aux travaux de Ebbinghaus,
En principe, le fait de revoir le cours une deuxième fois, maintenant, en ayant oublié une partie, au lieu qu'il vous en reste 25%, vous allez passer à 33%. Mais ça veut dire que ce que je viens de faire là, il va falloir que vous le refassiez pour chacun des cours jusqu'à arriver à 80-90%. Donc le cerveau, une grande partie constituée d'eau, consomme 20% du glucose, donc de l'énergie apportée par l'alimentation. Volume 1350 cm3, 1,3 kg, mobilise une grande partie de la circulation sanguine. Vous voyez notamment le réseau de nerfs et d'artères et de veines qui alimentent. Tour de contrôle et chef d'organe, chef d'orchestre du corps. Il doit être rapidement informé de la situation, de l'orientation dans l'espace, mais aussi des besoins et des ressources qui sont disponibles. D'accord ? Il y parvient grâce à un réseau de câbles et d'organismes. Notre cerveau possède deux hémisphères qui gèrent chacun un des côtés, hémisphère gauche et hémisphère droit. Entre les deux, on a le corps calleux, d'accord, qui se situe ici. Le corps calleux, il est fait de quoi? De quoi est-il composé? Et qu'est-ce qui permet? Henrik, Frédéric, Jérémy, Joy, Lénique, Marc-André, Maxime, Noah, Océane, Pamela, Yanis, Héloïse, Clara, Bastien, Ayane. Il sert à quoi le corps calleux et il est composé de quel type de fibre? Oui, Frédéric, il est fait de quoi le corps calleux? Alors là, il est mis en jaune fluo, mais ce n'est pas sa couleur. Hein. Vous vous en doutez, c'est juste pour illustrer sa position. Il est fait de quoi et il sert à quoi? De fibres nerveuses, plus précisément. Alors, pas des neurones entièrement, Yanis. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous pose la question. Les neurones, un neurone, c'est grand. Hein, ça a plusieurs parties en plus. Ça a des dendrites, ça a un corps cellulaire, et ça a des axones et des arborisations terminales. Alors, fibres nerveuses, sois plus précise, Joy. Neurone, c'est pas exactement la bonne réponse. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on appelle la substance grise, vous avez les corps cellulaires des neurones. Donc au niveau du cortex, au niveau des deux hémisphères, vous avez la partie qui traite l'information entre guillemets des neurones. Mais au niveau du corps calleux, c'est pas à ce moment-là qu'on traite. Il sert de communication, d'accord? Oui. Et donc ce sont les axones des neurones que l'on retrouve au niveau du corps calleux. Il permet de faire un contact entre les neurones de l'hémisphère droit et les neurones de l'hémisphère gauche. D'accord? Pourquoi? Parce que les deux hémisphères, ils sont un petit peu dissociés. Donc c'est un genre de câblage électrique. Et ils l'ont représenté en blanc parce que les axones, entourés par la gaine de myéline, ont une couleur plutôt blanchâtre. D'accord? La gaine de myéline, c'est quoi? C'est un corps gras que l'on a, qui est apporté par l'alimentation, les poissons gras notamment. C'est pour ça qu'on dit que les poissons sont bons pour le cerveau, par les oméga 3 et les oméga 6. Frédéric, on va revenir dessus justement sur les neurones. C'est la suite du cours. Donc, t'inquiète pas, on va revenir dessus. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il est important de manger des corps gras pour un bon fonctionnement et notamment une vitesse de conduction de l'influx nerveux. Donc, les régimes, on va manger que des protes et des, comment ça s'appelle, et des légumes, c'est pas forcément intéressant et ça peut être même risqué. Il faut absolument des corps gras et des acides gras essentiels. Donc ça, c'est très, 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 très important. Et ces acides gras essentiels, c'est pas forcément ceux que l'on retrouve dans la viande rouge. Donc, même si vous mangez beaucoup, beaucoup de protéines, il faut quand même des corps gras. C'est indispensable. Allez, on continue. Donc, le corps calleux, vous le voyez, il fait la jonction entre les deux. Là, vous le voyez sur un cerveau qui a été découpé. Vous voyez un petit peu sa forme et à quoi il ressemble. Rappelez la composition de quoi, Bastien? Du corps calleux? C'est les axones des neurones.
Ouais, c'est les axones des neurones. Donc, c'est des câbles électriques, si on veut schématiser. Il n'y a pas de souci, Bastien. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Il n'y a pas de questions bêtes. Il y a toujours des questions intéressantes. Le cerveau, si on examine et qu'on coupe notre cerveau, oui, on appelle ça le corps calleux, hein. Je ne sais pas si c'est... Alors, ici, donc vous voyez une coupe latérale, d'accord, avec on reconnaît le thalamus qui est bien à l'intérieur, les noyaux gris centraux aussi qui sont essentiels pour réaliser des mouvements harmonieux. Et là, on voit la différence entre la substance blanche et la substance grise. D'accord? Quand on dit à quelqu'un qu'il a beaucoup de matière grise, en gros, hein, ça voudrait dire que ce sont les corps cellulaires des neurones. Mais vous inquiétez pas, hein, tout le monde en a un grand paquet. Après, ce qu'on en fait, c'est différent, mais on en a tous à peu près une grande quantité. D'accord? Donc ici, je vous ai mis les informations. Matière grise, corps cellulaire des neurones et des dendrites. Et la matière blanche, ce sont les gaines de myéline qui recouvrent les axones de ces mêmes neurones pour accélérer la conduction. D'accord? Plus l'axone est épais, plus le message nerveux va se conduire rapidement. C'est un peu le principe de la fibre optique. Le système nerveux doit être protégé par des enveloppes, on l'avait vu la dernière fois, le crâne et les méninges. D'accord? Donc là, je vais vite, la dure mère, l'arachnoïde et la pimère. Ici, vous avez une coupe des différents éléments. Ne pas oublier dans les systèmes de protection les cheveux et la peau, même s'ils sont faibles. D'accord? Ensuite, vous avez deux types de conjonctifs, un conjonctif épais, un conjonctif fin. Le crâne, à l'intérieur, vous voyez qu'il y a des petits espaces ici. Le cerveau, il baigne dans du liquide. D'accord? Ce qui permet d'amortir les chocs et éviter, quand vous bougez la tête très vite, que le cerveau s'écrase contre la boîte crânienne. Ensuite, on a d'autres types d'enveloppes, la dure mère, l'arachnoïde et la pimère. D'accord? Ici, on voit donc les trois types de méninges, donc les trois types d'enveloppes du cerveau. Un tissu épais, la dure mère. Il ressemble à ce que vous voyez ici, c'est une photo, ici c'est une illustration. D'accord? Ensuite, on a l'arachnoïde qu'on voit bien ici. L'arachnoïde, c'est en forme d'araignée. Là, je vous ai mis le nom anglais, hein, dura mater, bah, c'est dure mère. Subdural, bah, l'espace subdural, d'accord? Arachnoïde membrane, la membrane de type arachnoïde. Pia mater, c'est la pie-mère, d'accord? Les artères et le cerveau, d'accord? La pie-mère, c'est quelque chose qui est très fin. On croirait que c'est du cellophane. C'est à peu près la même épaisseur qu'un film cellophane, d'accord? Les artères se trouvent dans l'espace subarachnoïdien. C'est là où se passent les ruptures d'anévrisme notamment, que l'on peut observer. Ça fait partie des accidents vasculaires cérébraux, notamment. D'accord? Il y a différents types que l'on peut voir. Ça, on verra ça en master pour ceux qui seront avec nous. Dernière enveloppe de protection, qui est très importante, c'est la barrière hémato-encéphalique, qui est là pour protéger le cerveau. D'accord? Le sang n'est pas en contact direct avec les neurones, mais on a des intermédiaires qui vont être les cellules gliales, qui sont très importantes. On a quasiment autant de cellules gliales que de neurones, donc environ 100 milliards, et qui vont permettre de faire le lien entre la circulation et les neurones. D'accord? Donc retenez bien ça, le sang ne doit jamais toucher un neurone, sinon le neurone meurt. D'accord? Cette barrière-là va empêcher certaines substances d'aller jusqu'aux neurones, dont certains agents pathogènes. Ok? Et du coup, elle peut aussi empêcher certains médicaments. Donc ça, c'est problématique. Parce qu'il est difficile de traiter le cerveau. Donc ici, vous voyez un exemple de vaisseau sanguin que l'on retrouve partout pour alimenter les différents neurones. Et vous avez ici ce qu'on appelle les astrocytes. D'accord? La barrière hémato-encéphalique, c'est ça, c'est la barrière qui tapisse les vaisseaux sanguins. D'accord? On appelle ça aussi les tight junctions parce que les jonctions entre les parois des vaisseaux sont très serrées. Il n'y a pas grand-chose qui peut passer,
à part des éléments qui sont liposolubles. D'accord? Cette barrière, elle n'isole pas de façon hermétique totalement le cerveau. Il y a certains éléments qui vont pouvoir être amenés, notamment le dioxygène, certains éléments qui vont faire fonctionner la partie du corps cellulaire du neurone, notamment pour amener de l'eau, pour amener la partie grasse, notamment les oligodendrocytes, pour amener la partie énergétique au niveau du cycle de Krebs, donc le glucose. Donc il faut amener tous ces éléments-là directement aux neurones. D'accord? Parmi les substances qui peuvent passer, le dioxygène, du dioxyde de carbone qui va repartir dans l'autre sens, le sucre, d'accord? La caféine qui va arriver et qui va notamment faciliter l'arrivée de neurotransmetteurs, d'accord? Ça va être une substance active. Et on a aussi d'autres substances qui peuvent être qui ont des effets plus ou moins différents. L'alcool, la nicotine, certains psychostimulants, hein, héroïne, LSD, cocaïne, etc., qui vont jouer et intervenir au niveau des neurotransmetteurs, des neurones, et avoir une action qui peut être soit excitatrice, soit inhibitrice. Et le souci, c'est que quand on a des troubles au niveau du cerveau, ben, c'est compliqué d'aller le traiter. Et notamment, aller traiter certains cancers, ce n'est pas évident à cause de cette barrière hémato-encéphalique. D'accord? Voici les réseaux d'alimentation du système sanguin. Au niveau cortical, vous voyez, le réseau il est très, très riche et intense. D'accord? Le cerveau est quand même très vascularisé. Et les neurones se situent entre les espaces que vous avez ici. C'est pour ça qu'une hémorragie cérébrale, il faut la traiter de façon très 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 rapide. Un AVC, il faut le traiter de façon très 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 rapide pour éviter qu'il y ait beaucoup de sang qui rentre en contact avec les neurones. Okay, les capillaires sont très très fins, 0,5 micromètres de diamètre. Ils sont 50 à 60 plus fins que les cellules que l'on a dans la paroi intestinale et qui, eux, les jonctions sont très très larges. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de substances, les micronutriments notamment, qui passent facilement de l'intestin au système sanguin. Pourquoi? Parce que les parois sont très très larges. Donc il y a plein de choses qui rentrent dans la circulation. Alors qu'au cerveau, c'est très 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 étroit. Il y a peu de choses qui peuvent passer. Et ce qui permet de faire le lien, c'est les cellules gliales. D'accord? Donc les cellules gliales ont un rôle très important. Pour ceux qui aiment bien approfondir un petit peu leurs connaissances, n'oubliez pas que à chaque fois qu'on vous donne un cours, vous avez 66% du temps qui consiste à un travail personnel, dont un travail de recherche. Donc moi, je vous facilite un petit peu la tâche et je vous permets d'avoir des liens, et notamment ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur la barrière hémato-encéphalique, vous aurez des données qui sont ici. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Oui, non? Merci Joy pour ta réponse. Alors, ce que je vous demande, c'est comment fonctionne un peu sur le modèle CMTD mélangé. Là, je vous demande pendant 8-10 minutes, donc on va reprendre à 10 heures, je vous demande d'aller rechercher tout ce que vous pouvez trouver sur les neurones. D'accord? Vous pouvez utiliser des sites, donc faites pas tous Wikipédia et essayez d'aller chercher plusieurs sources d'informations. Hein. D'accord? Donc Ayane, Bastien, Clara, Héloïse, Henrik, Frédéric, Jérémy, Joy, Lénique, Marc-André, Mathilde, Maxime, Noah, Océane, Pamela, Yanis. Je vous demande de rechercher tout ce que vous pouvez sur les neurones. Et ce que je vous conseille, c'est d'écrire vos réponses en même temps sur le chat. Et quand on arrivera à une correction collective, vous n'avez plus qu'à envoyer le message et comme ça, on pourra corriger un petit peu les éléments que vous avez tous trouvés. Donc, travail de recherche pendant 10 minutes.
Alors, juste pour info, hein, merci beaucoup Joy, merci Yanis. Ce que je veux juste, c'est que vous gardiez pour vous, hein, vos réponses et vous les envoyez que quand on sera en correction collective, ça permet à tout le monde de bosser. J'aimerais bien que vous puissiez confronter vos connaissances actuelles avec ce qui est un petit peu attendu de vous. Donc c'est un exercice qui est très 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 important, hein. Je vous ai d'ailleurs mis un document qu'on abordera demain, donc c'est un autre cours, parce il est transversal entre la neuro et l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Euh, et vous verrez que c'est important cette notion de confronter ses connaissances. C'est-à-dire que normalement, avant le début de vos révisions, vous devriez vous poser quelques questions, d'essayer d'y répondre avec les mots que vous avez, puis après confronter vos réponses que vous avez avec ce que vous avez dans vos cours. Et vous allez voir que c'est cette façon-là qui permet le mieux d'apprendre en fait. C'est quelque chose qui est assez, qui fonctionne vraiment bien. Donc je vous conseille de le faire plutôt que d'apprendre du par cœur et puis juste le jour de l'examen de vous entraîner à y répondre. C'est cette démarche-là qui sera vraiment efficace. À chaque cours, posez-vous quelques questions, même si c'est en utilisant, par exemple, si vous aimez pas trop écrire, utilisez au moins un micro, enregistrez-vous et puis après confrontez ce que vous avez dit à l'oral avec ce que vous avez dans vos cours. Le mieux, c'est quand même d'écrire. C'est ce qui fonctionne quand même le mieux.
Alors, est-ce que c'est bon ou est-ce que vous avez besoin encore d'un petit peu de temps? Ayane, est-ce que c'est bon? Bastien, Clara, Héloïse, Henrik, Frédéric, Jérémy, Joy, Lénique, Marc-André, Maxime, Noah, Océane, Pamela, Yanis. Dites-moi s'il vous faut 5 minutes de plus. D'accord, pour Bastien, qui avait juste eu le temps de faire la partie composition. Pour les autres, merci de me répondre. Et notamment, on va voir le fonctionnement neuronal pour faire un rappel de ce qu'on avait vu en L1, qui doit être un petit peu loin à mon avis. Alors euh, pour tout de suite, ce sont des mots-clés essentiellement, hein, et il n'y a pas de souci, mais pour préparer pour les examens, ça sera bien de rédiger de façon complète. D'accord? Allez, je vous laisse encore 5 minutes pour que certains puissent avoir un petit peu plus d'infos, et puis après, on fait une correction collective. Mais j'ai l'impression que tout le monde n'est pas à 100%, hein. Je vois que j'aimerais bien avoir une réponse de tout le monde pour que je sache qui fait quelque chose et qui fait pas grand-chose. Donc, correction collective à 10h05.
Allez, on va commencer à corriger. Donc, merci de m'indiquer tout ce que vous avez sur les neurones. Tout ce que vous avez trouvé. Donc, on a déjà Joy qui nous a donné des informations intéressantes. Unité structurale du système nerveux, oui. Voilà, alors il y en a qui m'ont fait des copier-coller de ouf. C'est bien. Donc, composition des cellules fibroneuses, 3 parties, corps cellulaire, le soma, dendrite, axone. Très bien pour Bastien. Joy, comme notre membrane délimite l'intérieur et l'extérieur, oui, donc il y a une membrane, les dendrites, le corps cellulaire, l'axone, c'est bien. Zone de communication entre les deux, la synapse, super. Donc ça fait le lien avec ce qu'on a vu, arrivée d'un afflux nerveux. Ok, les différents types de neurotransmetteurs, très bien. Jérémy, neurones fermés, partie principale, le noyau, le corps cellulaire et les dendrites, c'est bien. Clara, cellule du système nerveux constitué d'un corps. Ok. Joy, tu as fait des recherches. Oui, c'est bien, Joy. C'est bien ce que tu m'as mis. Tout à l'heure, j'avais eu des infos de Frédéric un petit peu. J'avais eu des informations de qui de Yanis. Donc, c'est bon. Les autres, il y en a que je ne vois jamais répondre. Alors, Ayane, c'est pas souvent que tu réponds. Héloïse, je t'ai pas vu beaucoup. Henrik, je t'ai pas vu beaucoup. Lénique, pas beaucoup. Marc-André, pas beaucoup. Maxime non plus, tu réponds pas beaucoup hein, en cours. Alors, est-ce que tu peux nous donner des informations un petit peu? Je sais que c'est pas évident qu'on soit en distanciel, mais il faut qu'on s'accroche et qu'on essaie de participer, c'est le mieux, sinon ça sera pas très très efficace. Non, bah, peut-être qu'ils sont pas là, vu qu'ils répondent pas. Alors, bah, écoutez, moi je vais poursuivre. Hein. Alors, les neurones, je vous ai mis des informations essentielles. C'est l'unité de base, c'est l'unité fonctionnelle. D'accord? C'est un outil de traitement de l'information indispensable. Elle est spécialisée pour traiter différents types d'informations, afférentes ou efférentes, venant des cellules nerveuses, des cellules musculaires ou des cellules glandulaires. D'accord? Ces caractéristiques reposent sur des propriétés structurelles et fonctionnelles avec des interconnexions entre les neurones. Un neurone est connecté avec des milliers, voire des millions d'autres neurones. D'accord? On estime à environ 100 milliards de neurones et 100 milliards de cellules gliales. Ce sont des estimations. Des fois, on vous parle de 80 milliards, etc. Donc, on ne va pas se battre sur les milliards, mais on va dire dans l'ordre d'une centaine de milliards qui fait à peu près le consensus. Chaque neurone est composé d'un corps cellulaire, de dendrites, d'un axone, d'accord? Vous l'avez dit quasiment tous parmi ceux qui ont répondu. Le corps cellulaire contient le noyau et le cytoplasme, d'accord? On a aussi les cellules de Krebs, etc., qui sont essentielles au fonctionnement de la cellule. L'axone part du corps cellulaire et forme souvent de nombreuses petites ramifications. On va avoir des schémas, ça sera plus simple. Les axones peuvent mesurer de quelques dizaines de millimètres, d'accord, jusqu'à 1 mètre. D'accord, il y a des axones qui peuvent être quasiment d'1 mètre, donc ça peut être très très long. La dendrite part du corps cellulaire et reçoit toutes les informations. Ok, alors vous allez avoir ici des informations sur le fonctionnement de base neuronale. Il permet de conduire l'influx nerveux et des fois d'intégrer des informations sensorielles et motrices. D'accord, afférence-efférence toujours. Transmission des influx nerveux. Les neurones sont entourés de cellules gliales qui sont indispensables à son fonctionnement, on reverra dessus, et souvent elles sont oubliées. On parle souvent que des neurones sans parler des cellules gliales. Or, les neurones ne fonctionneraient pas sans ces cellules gliales. D'accord? Les connexions entre les neurones se font au niveau des synapses. Je crois que c'est Joy qui l'a évoqué tout à l'heure. Et entre les synapses, on aura des neuromédiateurs qu'on appelle aussi des neurotransmetteurs. Ici, vous avez des représentations. Donc, je vous en ai mis différentes au niveau des différentes diapos pour bien que vous puissiez vous repérer. Une partie dendritique, c'est la partie pré. D'accord?
ici, qui va recevoir les influx nerveux. Donc là, il va y avoir des synapses. D'accord? La partie près de ce neurone-là. Ensuite, on a le corps cellulaire, qui est ici. Et là, une autre partie dendritique, et là, une autre partie dendritique. Donc, toute cette partie-là, c'est celles qui vont recevoir des influx nerveux qui viennent d'autres neurones. Et là, on a la partie axonale qui peut être très, 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 très longue, jusqu'à 1 mètre, d'accord? Qui peut des fois partir du système nerveux central pour aller jusque dans la moelle épinière. Il y a un seul sens de conduction de l'influx nerveux, qui part des dendrites, qui passe par le soma et qui passe par l'axone. D'accord? Ça ne peut pas aller dans l'autre sens. Ici, vous avez une représentation en 3D qui montre les réseaux, d'accord, de neurones. Donc les dendrites, ici on voit un neurone et là un autre neurone, d'accord? Ce même neurone, il fait synapse plusieurs fois avec ce neurone-là, mais ce neurone-là aussi. D'accord? Et plus je vais fréquemment solliciter ces neurones, plus il peut créer de nouvelles synapses, d'accord? Avec les neurones. Donc le neurone va intensifier son réseau et créer plus de connexions avec les mêmes neurones. Et l'apprentissage, c'est ça, qu'il soit moteur ou qu'il soit déclaratif ou sur des connaissances, etc. Il sollicite ces réseaux de neurones. D'accord? Ici, on a l'axone. D'accord? Et là, ce que vous voyez ici, c'est la myéline. C'est la substance qui entoure notre axone. Ok? La gaine, on appelle ça une gaine de myéline. Et entre les deux, c'est ce qu'on appelle le nœud de Ranvier. C'est ce qui permet de faire passer le courant électrique. Le courant électrique, c'est quelque chose de saltatoire. Vous avez dû voir ça au lycée. Eh ben, ça saute de part en part. Et plus il y a de la graisse, entre guillemets, au niveau de vos neurones, et plus c'est efficace. C'est un peu l'inverse du sang. L'athérosclérose, il faut éviter. Donc dans le sang et dans les vaisseaux sanguins, il ne faut surtout pas qu'il y ait de gras. Mais par contre, dans le cerveau, plus il y a de gras, plus il est efficace. D'accord? Et là, la synapse qui permet de faire des liaisons entre les différents neurones. Et voilà comment la communication se passe dans le cerveau par des réseaux. Là, on voit que 2 dendrites, mais il y en a des milliers. Et un même neurone peut être en connexion avec des milliers d'autres neurones. On parlera de ce qu'on appelle un réseau neuronal. D'accord? Et le réseau, il peut s'étendre. Ce réseau, il est peu développé à la naissance, mais il est quand même développé. C'est-à-dire qu'on est avec ce qu'on appelle un pré-câblage. Les bébés naissent déjà avec certaines capacités, des capacités mathématiques, notamment au niveau de la préhension. Dans le ventre, déjà dès la 36e, non pas la 7e semaine, pardon, on a déjà les récepteurs du toucher qui fonctionnent au niveau du fœtus. Donc c'est quelque chose qui est quand même exceptionnel. Et après, ça se développe au fur et à mesure. Et donc les bébés réagissent beaucoup au toucher. Le sens du toucher, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Il y avait un reportage sur ça samedi après-midi sur la chaîne Planète sur les sens du toucher, qui est quelque chose qui est exceptionnel et qui est très, 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 très important au niveau du développement. L'enfant développe beaucoup, beaucoup de choses au niveau du toucher. Un enfant qui est peu manipulé, notamment les enfants prématurés, peut avoir un retard de développement. Donc, il demande à ce que les enfants prématurés soient manipulés. Donc, bien sûr, il faut y aller doucement, mais il faut absolument qu'il y ait cette manipulation. Sinon, ça nuit et ça entraîne un retard de développement. On l'avait vu aussi un petit peu avec les enfants et les petits singes, les travaux de Harlow qu'on avait vus en TD. Un manque d'attention, un manque de manipulation maternelle entraîne un retard de développement du cerveau. D'accord? Donc, le sens du toucher est très, très important. D'accord? Donc, le réseau, il se développe au fur et à mesure des interactions avec l'environnement. Il y a un pré-câblage qui est lié à l'espèce et après, une sollicitation qui est faite. Comment se transmet les informations? Le neurone génère des informations qui sont des courants électriques appelés potentiels d'action, le fameux PA.
PA se propagent le long des axones notamment, jusqu'aux synapses. La vitesse est peut-être de 0,1 mètre à 100 mètres par seconde pour les fibres de myéline les plus épaisses. Donc 100 mètres par seconde, c'est quelque chose qui est très, très, très rapide. Okay, les potentiels d'action libèrent dans la fente synaptique des molécules particulières appelées les neurotransmetteurs qui vont se lier au récepteur postsynaptique du neurone postsynaptique. D'accord, et entraîner éventuellement un nouveau potentiel d'action ou un blocage en fonction du type de neurotransmetteur que l'on aura. D'accord, le fonctionnement de la synapse, on l'illustre ici. Bon, on ne va pas être en travail perso là, comme vous n'êtes pas très nombreux à participer. Je vais vous demander d'utiliser un petit peu le chat et de m'indiquer comment fonctionne un petit peu la synapse. Alors, qui peut me rappeler, si vous avez un micro, vous utilisez le micro, sinon vous écrivez un petit peu les quelques petites étapes que vous vous rappelez sur le fonctionnement synaptique. Ah, Yann, David, Clara, Héloïse, Henrique, Frédéric, Jérémy, Joy, Lénique, Marc-André, Maxime, Noah, Océane, Pamela. Alors, nerveux et chimique. OK, pour message chimique, d'accord. Soyez un peu plus précis. Comment ça fonctionne une synapse? Si vous deviez expliquer à quelqu'un qui ne s'y connaît rien, qui ne s'y connaît pas. Je me rappelle des canaux Na+, d'accord. Ils sont situés où ces canaux, Nathan? En bas, oui, mais sauf que, juste pour te dire, Nathan, il suffit que tu retournes la tête en faisant un ATR et tu vois que le haut et le bas, c'est pas forcément un indicateur. Hein, je répète à Nathan, c'était en bas sur le schéma que je vous ai transmis, mais en fait, ça peut être dans les 3 dimensions. Hein, c'est pour ça que c'est du électrico-chimique, c'est que il n'y a pas de souci, Nathan. C'est que ça fonctionne dans toutes les dimensions, heureusement. Sinon, on pourrait pas aller dans l'espace, sinon on pourrait pas faire grand-chose. Alors, qu'est-ce que vous, comment ça fonctionne? Est-ce que vous en souvenez? Il y a des petites indications sur le schéma, mais j'ai fait exprès de prendre un schéma avec peu d'indications pour ne pas vous en donner trop tout de suite. Mais assez pour vous rappeler un petit peu ce qu'on avait vu. Parce que ça, il faut que ce soit au clair. Bon, permet d'un neurone à l'autre. D'accord, oui, Joy, c'est pas mal, il est là. Pour Nathan, c'est un petit peu. C'est un petit peu confus. Alors, je comprends, hein, c'est pas évident, c'est plus facile quand on est à l'oral, je comprends avec vous. Malheureusement, on est obligé de s'adapter. Très bien, Bastien. Un neurone présynaptique et un post-synaptique. D'accord. Des neurotransmetteurs, oui. Alors, c'est pas. Ouais, l'info traverse les vésicules. L'information, ça sera sous forme de quoi? Le terme travers, c'est pas exactement.
Alors, sous forme chimique, plus ou moins. Axone terminal. Alors, là, il y a un petit souci de. On parlera de bouton terminal, de l'axone et de dendrite du neurone postsynaptique. Ok. Polarisation et dépolarisation, d'accord. Pour Yanis. Le tout ou rien, oui, d'accord. Bon, alors vous avez à peu près compris, mais il y a encore des petites choses qui sont confuses. D'accord, donc on va revenir dessus pour que ce soit clair et net. Juste avant, petit retour sur les cellules gliales. Euh, ok, bon. Donc on va faire une partie, garder ce que vous avez en tête sur le fonctionnement synaptique. On va faire une stratégie d'apprentissage qui s'appelle le détournement et le recentrage, c'est-à-dire je vais détourner votre esprit sur un autre élément pour après revenir sur votre document et sur votre réflexion initiale. Les cellules gliales qui permettent le fonctionnement neuronal, d'accord, sont de trois types. Les oligodendrocytes, les astrocytes et les microglies. Les oligodendrocytes, c'est un type de cellule qui va permettre la myélinisation de l'axone. Donc, il va permettre d'ajouter du gras, des lipides, autour de l'axone pour qu'il fonctionne plus vite. Les astrocytes, c'est ce qui permet d'alimenter en sucre, en oxygène et d'amener dans la circulation tous les déchets, le CO2, etc. Donc lui, l'astrocyte, il fait le lien entre la circulation et le neurone. C'est un système c'est ce qui permet les échanges. Et les microglies, c'est le système qui permet de tuer tous les virus, tous les microbes, d'accord, qui pourraient intervenir au niveau des neurones. D'accord. Là, vous les avez ici. Astrocyte, donc il fait le lien, vous voyez le neurone et vous voyez les vaisseaux sanguins, là, il fait le lien entre les deux, et il permet les échanges. L'oligodendrocyte, il entoure l'axone et il va favoriser au fur et à mesure, il va faire grossir au fur et à mesure de la sollicitation. Et les microglies, c'est ce qu'on appelle les cellules macrophages et qui va permettre d'aller rechercher tous les virus, tous les corps étrangers qui n'ont rien à faire là et qui ont réussi à passer la barrière hémato-encéphalique. Et les cellules gliales, je vous ai mis des informations là. Quand les neurones reçoivent ou envoient des messages, ils transmettent des impulsions électriques le long de l'axone. Beaucoup d'axones sont recouverts d'une gaine de myéline, ce qui permet d'accélérer la conduction. Donc c'est pour ça que je mets en lien les synapses, les neurones et les cellules gliales. Cette gaine est fabriquée par des cellules spécialisées appelées cellules gliales, qu'on appellera des oligodendrocytes. Ok. Le cerveau contient au moins 10 fois plus de cellules gliales que de neurones, transport de nutriments, nettoyage des débris cellulaires, notamment au niveau des microglies, qui sont indiqués dans la diapo précédente. Hop. Allez, donc là, on est au fonctionnement de la synapse. Ici, on retrouve. Donc, on va regarder d'abord les différents composants. Ici, vous avez l'axone. Donc, vous allez avoir un potentiel d'action qui va arriver
par l'axone en direction des terminaisons axoniques qu'on appelle aussi le bouton terminal. D'accord? Ici. Vous voyez qu'à la fin de l'axone, vous avez beaucoup de boutons axoniques. Et il peut y avoir plusieurs synapses entre le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique que l'on voit ici. D'accord? Alors, j'ai été éjecté de la discussion, donc je reprends. Normalement, ça devrait être bon. Je pense que vous m'entendez maintenant. Ça arrive que le serveur nous coupe. Donc, je vois que vous êtes en train d'écrire, donc je pense que vous avez dû suivre. Est-ce que c'est bon? Oui, ça a l'air d'être bon. Alors, on reprend. Donc, nous, on est ici. On est au niveau du bouton terminal. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs boutons terminaux. Et un même neurone postsynaptique peut être en liaison avec, si je reprends mon curseur, plusieurs neurones. D'accord? Ou un même neurone. Ensuite, donc on a le fameux potentiel d'action. Ensuite, ici, on a des vésicules qu'on appelle les vésicules synaptiques, qui vont contenir les neurotransmetteurs. D'accord? Les neurotransmetteurs, on en a parlé tout à l'heure dans le fonctionnement du système nerveux autonome et du système nerveux périphérique, parasympathique. D'accord? Alors, fonctionnement de la synapse. Donc, ce que je vais faire, on va voir le lien. 2 petites secondes, il faut que je le copie pour que vous puissiez la voir. Ici. Nous avons vu récemment que lorsque nous recevons une stimulation, des organes sensitifs vont pouvoir percevoir cette stimulation. Par exemple, on va voir un guépard qui arrive face à nous et on peut le percevoir grâce à nos yeux qui sont des organes sensitifs. Un message va être immédiatement transmis au centre nerveux, le cerveau et la moelle épinière. C'est ce centre nerveux qui va traiter l'information puis prendre une décision afin de mettre en mouvement les muscles, que l'on appelle les organes moteurs. Mais pour se transmettre des informations, les organes sensitifs, le centre nerveux et les organes moteurs vont avoir besoin des nerfs. Les nerfs font donc la liaison entre les différents organes. À l'intérieur de ces nerfs, on peut trouver une petite structure appelée le neurone. Il existe des milliards de neurones qui sont situés à l'intérieur des nerfs, du cerveau et de la moelle épinière. Leur rôle est de transmettre les informations. L'objectif aujourd'hui va donc être de comprendre ce qu'est un neurone. Un neurone est une petite cellule nerveuse capable de transmettre un message électrique. Le message nerveux passe donc à l'intérieur d'un neurone sous forme de courant électrique. Néanmoins, entre deux neurones, un petit espace infranchissable par le courant électrique ne permet pas de transmettre l'information. Ce petit espace est appelé une synapse. Il y a donc le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique. Entre les deux, la fente synaptique. Sur le neurone présynaptique, il existe des vésicules qui sont des petites structures présentes à l'intérieur de la cellule et qui contiennent des neurotransmetteurs.
Les neurotransmetteurs sont des composés chimiques qui vont pouvoir être libérés par le neurone présynaptique. Lorsqu'un message électrique arrive dans le neurone, celui-ci va immédiatement faire migrer ces vésicules jusqu'à la membrane. À ce niveau, les neurotransmetteurs pourront être libérés dans la fente synaptique, puis iront se fixer jusqu'à des récepteurs situés sur le neurone postsynaptique. Les récepteurs qui auront reçu les neurotransmetteurs vont alors ensemble générer un message électrique. Et ce nouveau message électrique va continuer son chemin dans le neurone postsynaptique. Par conséquent, au niveau de la synapse, le message électrique qui circulait normalement dans les neurones va être transformé en message chimique. Et c'est ce message chimique qui, prenant le relais, sera transformé à son tour en message électrique. Et c'est à ce moment précis que le système nerveux peut être perturbé. En effet, des substances chimiques venant de l'extérieur du corps peuvent parfois prendre la place des neurotransmetteurs sur les récepteurs, et par conséquent peuvent bloquer la transmission d'une information nerveuse, la modifier ou au contraire l'accentuer. Les substances chimiques qui peuvent provoquer cela s'appellent des drogues. Il existe de nombreuses drogues, comme par exemple le cannabis, l'alcool, le tabac ou encore la cocaïne. Hop, pardon. Alors, petite diapo qui permet d'expliquer et faire un rappel sur le fonctionnement synaptique. Et nous, on va revenir sur un fonctionnement un peu plus explicatif. Alors, ici, on va faire un schéma d'un neurone présynaptique et d'un neurone postsynaptique. On aurait pu le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire que tout fonctionne dans tous les sens et en 3 dimensions. Quand j'ai la tête à l'envers, ça fonctionne quand même. Et c'est l'avantage d'avoir un système qui est électrico-chimique. D'accord? Donc, par simplification, j'ai mis le neurone présynaptique en haut et le neurone postsynaptique en bas, mais sachez que ça peut marcher dans tous les sens. D'accord? Alors, ici, donc, neurone pré, indiqué là, neurone post. Ici, on retrouve les canaux présynaptiques à ion Ca2+. Ici, on retrouve les vésicules synaptiques qui contiennent les neurotransmetteurs. Ici, on retrouve les récepteurs des canaux postsynaptiques du neurone postsynaptique. D'accord? Ce sont des canaux ioniques, comme là. Sauf que ici, ces canaux ioniques ne font rentrer que du Ca2+. Entrée. Et ici, ça fait rentrer du Na+. Là, vous avez la fente synaptique. À l'intérieur de cette fente synaptique seront libérés les neurotransmetteurs qui viendront éventuellement sur les récepteurs en fonction de la condition dans laquelle on intervient. Alors, les canaux ioniques Ca2+, on les voit ici. D'accord? Un canal, n'oubliez pas, c'est quelque chose, c'est une porte qui permet de faire la jonction entre le milieu interne cellulaire, qui est notamment chargé négativement. Hein, la cellule, elle est chargée négativement à l'état basal, à l'état d'origine. Et ici, vous avez votre cerveau qui baigne dans le liquide céphalorachidien notamment. Et ce liquide contient tout un tas d'éléments, dont des ions calcium, hein, qu'on retrouve dans l'alimentation. OK? Ici, on a les vésicules synaptiques. D'accord? À l'intérieur, les neurotransmetteurs. Entre le neurone pré et le neurone post, on a la fente synaptique et pas la fosse synaptique, d'accord? Une fente, c'est un espace. Et la fosse, c'est quelque chose qui va utiliser la gravité. Comme je vous ai dit, le cerveau, il fonctionne même quand on a la tête en bas. Et si c'était une fosse, ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas comme ça. D'accord?
Les canaux ioniques à sodium, pourquoi on les appelle les canaux ioniques à sodium? Parce qu'ils vont faire rentrer essentiellement des ions sodium, qu'on appelle les ions Na+. Ces ions sodium, on les a quand? On les a dans l'alimentation avec le sel. Donc, il faut manger un petit peu de sel dans l'alimentation, notamment sous forme de chlorure de sodium, hein, vous connaissez le NaCl. Et donc, il faut un petit peu de sel dans l'alimentation pour le fonctionnement cérébral. D'accord? Par contre, si vous avez trop de sel, il peut y avoir des conséquences, notamment au niveau physiologique et au niveau cardiovasculaire. Et donc, c'est pas bon, ça peut créer de l'hypertension, de la rétention d'eau, etc. Comment va se dérouler le fonctionnement de la synapse? Arrivée d'un potentiel d'action, donc le fameux PA. C'est un courant électrique qui va arriver au niveau du neurone présynaptique. D'accord? Là, c'était l'axone qui était là. Là, c'est le bouton terminal du neurone présynaptique. Quelle va être la conséquence? Ça va être l'ouverture des canaux ioniques, ici. D'accord? Donc, l'espace ne va plus être clos et les canaux ioniques vont s'ouvrir. Baignent dans la cellule des ions Ca2+, qui vont rentrer par les canaux. C'est ce qui va créer ce qu'on appelle une dépolarisation. C'était chargé à l'origine négativement, il y avait beaucoup de moins dans la cellule, moins 70 millivolts à peu près. Et ben on a des ions Ca2+, donc qui vont être chargés positivement, qui vont faire en sorte que la membrane, elle n'aura plus la même charge électrique. Et la conséquence de ne plus avoir la même charge électrique, ça va être que les fameuses vésicules synaptiques vont commencer à descendre et vont commencer à aller en direction de la fente synaptique. D'accord? Elles arrivent au bout de la membrane, et ben elles vont s'ouvrir, d'accord, et libérer les neurotransmetteurs. D'accord? Là, celle-là, elle s'est ouverte et elle va libérer tous les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, leur fonction, ça va être de se fixer sur les récepteurs des canaux ioniques postsynaptiques. Un neurotransmetteur, c'est quoi? C'est une clé qui ouvre une porte. Ça ouvre la porte de quoi? Des canaux ioniques. Pourquoi? Parce que ça va faire entrer des ions. Postsynaptiques, pourquoi? Parce qu'il est situé sur le récepteur postsynaptique. Quand la porte s'ouvre, elle va laisser entrer des ions, et notamment des ions Na+. D'accord? Donc les ions sodium, qui vont pouvoir, ici on voit que ça rentre. Comme tout neurone, sa charge électrique basale, donc de repos, est de moins 70 millivolts. Si je fais rentrer du Na+, ça va changer le courant électrique à l'intérieur de la cellule. Et s'il y a beaucoup de Na+, qui rentrent, eh ben, ça peut créer un autre potentiel d'action. C'est comme ça que la communication se fait entre les neurones. D'accord? S'il n'y en a pas assez qui rentrent, il ne se passera rien. C'est un peu la loi du tout ou rien, comme a dit vos camarades tout à l'heure. D'accord? Donc l'entrée de Na+, peut produire une dépolarisation qui entraînera un potentiel d'action si la dépolarisation elle est assez importante. D'accord? Ici, on aura éventuellement un autre PA. Ce n'est pas tout le temps qu'il y a un potentiel d'action. Ça, c'est important de bien le maîtriser. Étant donné que ce neurone-là, il est en contact avec d'autres, il fait synapse peut-être avec le même neurone, mais aussi avec d'autres neurones, ben, on va intégrer l'ensemble des éléments et ben, s'il y a plein de plus qui rentrent, forcément, un potentiel d'action. Et voilà comment fonctionne une synapse. Ça se passe en millième de seconde. La connexion au niveau des neurones et l'action millième de
plus qui rentre, ben, ça va pas. Quand environ millivolts, d'accord? Si ça ne dépasse pas le seuil, pas d'influx. Si ça dépasse le seuil, dépolarisation jusqu'à plus 35. D'accord? Et c'est la fréquence des potentiels d'action qui permettra de montrer l'intensité d'un étirement ou d'une. C'est en combien de millisecondes? C'est extrêmement rapide. Ça dépendra de l'expérience que l'on a, de la vitesse de conduction entre les neurones. Mais c'est de l'ordre de la milliseconde. D'accord? Par exemple, pour te donner un exemple, un temps de réaction auditif, c'est dans l'ordre de 140 à 180 millisecondes. Donc, entre le moment où j'entends un son, qu'il est détecté par mes récepteurs au niveau de ma cochlée, qui passe par le nerf auditif, qu'il est traité par la zone au niveau du cortex temporal et que ça descend au niveau de la main, par exemple, pour envoyer une commande motrice d'appuyer sur un bouton quand j'entends un son, ou de faire mon départ comment ça s'appelle, en athlétisme, c'est de l'ordre de 100 millisecondes. D'accord? C'est un peu plus que 100 millisecondes. Je ne sais pas si j'ai répondu pour ça, Nathan. Et c'est pour ça qu'on estime qu'il y a un faux départ en sprint quand on descend en dessous des 100 millisecondes. Parce qu'on se dit que humainement, la conduction de l'influx nerveux ne peut pas être traité et arriver au système des muscles avant 100 millisecondes. Donc, si quelqu'un fait un départ avant 100 millisecondes, c'est que forcément, il a été sur de l'anticipation et donc c'est considéré comme un faux départ. D'accord? Humainement, on n'est pas capable d'aller plus vite que 100 millisecondes. Pour terminer pour aujourd'hui, on regarde ensemble un petit peu les différents types de neurotransmetteurs. On en avait parlé en L1, mais je pense que ça doit être très 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 loin pour vous. Donc l'acétylcholine, qui va avoir un rôle à la fois au niveau de la commande motrice, mais aussi au niveau de l'activité du système nerveux végétatif. On en a parlé tout à l'heure. D'accord? Ça fait partie des neurotransmetteurs excitateurs. 80% des neurotransmetteurs sont excitateurs. Le reste est inhibiteur. Ça va intervenir aussi donc, pour l'éveil, l'attention, la colère, l'agression, en cas d'agression, etc. Donc c'est quelque chose qui est très 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 sollicité. Ça intervient dans la mémoire et dans le sommeil. Okay, un déficit en acétylcholine, ça peut entraîner des pathologies de type Alzheimer. La dopamine, c'est un autre type de neurotransmetteur qu'on retrouve dans les synapses, dans les vésicules synaptiques. Dopamine aussi, c'est quelque chose qui est excitateur, d'accord? On en retrouve notamment en lien avec tout ce qui est les muscles posturaux, d'accord? Ça intervient aussi dans d'autres éléments au niveau du cervelet pour le renforcement positif, ça intervient dans la dépendance
que l'on a envers différents types de substances. Une perte en dopamine, donc la dopamine qui est moins bien sécrétée peut entraîner des troubles au niveau du tonus musculaire et notamment des tremblements que l'on retrouve dans la maladie de Parkinson par exemple. Donc il faudra entraîner une supplémentation en dopamine de façon artificielle avec notamment le médicament la L-Dopa, mais il y aura d'autres conséquences. Il faudra compléter ça pour éviter des problèmes et des détériorations supplémentaires. Le GABA, acide gamma-aminobutyrique, d'accord, qui lui est inhibiteur. Il permet le blocage, d'accord. Il régule aussi l'anxiété. Il peut jouer sur le contrôle moteur, la vision, notamment quand on a une situation de très grande peur, quand vous avez un blocage, c'est souvent une action très importante des neurotransmetteurs GABA, ok, ce qui peut arriver. Il peut être utilisé pour le traitement des crises d'épilepsie, donc pour diminuer l'activité du cerveau. Hein, les crises d'épilepsie, vous avez les neurones qui sont hyper activés. Et bien, le GABA permet de limiter cet effet. Le glutamate qui intervient beaucoup dans la mémoire, dans l'apprentissage notamment, hein, lui, il est excitateur, hein, comme l'acétylcholine. Et un déficit peut entraîner des problèmes de mémoire, notamment dans le cas de la maladie d'Alzheimer. La noradrénaline, vous en avez tous entendu parler, hein, l'adrénaline et la noradrénaline hein, sont deux neurotransmetteurs qui sont importants, qui interviennent de façon excitateur sur des éléments de la fréquence cardiaque notamment, de la vasodilatation. Ça intervient aussi dans l'apprentissage, dans le sommeil au niveau notamment du sommeil paradoxal. Donc le rêve, d'accord, il est dans le système nerveux sympathique, on l'avait vu tout à l'heure. La noradrénaline joue un rôle dans l'humeur et un déficit en noradrénaline, c'est ce qui peut entraîner les phases dépressives, d'accord, et l'envie de ne pas faire grand-chose qui peut arriver et qui en suit. La sérotonine, on en parle très souvent dans la notion du sommeil, l'humeur et de l'appétit, d'accord. Il est régulateur de différentes fonctions, donc il joue avec l'hypothalamus, et un déficit peut entraîner des problèmes de dépression, de suicide, d'agressivité dans certains cas. Donc on peut avoir une supplémentation en sérotonine pour calmer et se sentir un petit peu mieux. Les antidépresseurs jouent beaucoup là-dessus. Et c'est pour ça que certains antidépresseurs entraînent une envie des fois de sommeil et une baisse d'activité. 48, bon, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. On a vu des choses assez conséquentes. On poursuivra la prochaine fois sur l'aspect neuro. Donc n'hésitez pas à bien revoir ce cours pour la prochaine fois et me poser toutes les questions que vous ne maîtrisez pas sur le fonctionnement synaptique parce qu'après j'y reviendrai plus. D'accord? Est-ce que vous avez des questions particulières sur le fonctionnement synaptique, sur les neurotransmetteurs? Ariane, Bastien, Brice, Clara, Héloïse, Henrik, Frédéric, Jérémy, Joy, Dénick, Marc-André, Maxime, Nathan, Noah, Océane, Pamela, Yanis. Donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, que maintenant c'est vous avez les vidéos pour les revoir. On avait vu ça aussi en cours avec en L1. Donc revoyez votre TD qu'on a fait en L1 si vous avez encore les cours, que l'on puisse avoir que vous puissiez être au fait de l'ensemble des éléments qui sont attendus pour les examens si vous avez une question sur le fonctionnement de la synapse. Est-ce que c'est bon, des questions ou c'est bon? Ok, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit pour ceux si vous avez terminé et que vous allez vous sustenter. Sinon, je vous dis à demain. Pensez à réviser si vous avez un peu le temps la partie qu'on avait faite sur l'apprentissage moteur pour le cours de demain, histoire qu'on puisse avancer à une vitesse un peu plus supérieure, étant donné que j'ai pas tous les cours avec vous dans ce domaine-là.
Mais si c'est bon, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain.